Le livre donc sur l'alpage de Blétière est en fait une idée assez sympathique pour retracer l'histoire de cette montagne, mais également l'histoire et la restauration, la rénovation et le renouveau de cet alpage. Renouveau qui a commencé il y a plusieurs années déjà maintenant et qui permet à l'ensemble de la montagne de revivre et d'être réactualisé aujourd'hui, pas comme autrefois, mais largement aussi bien qu'autrefois. C'est quoi l'histoire des alpages alors? Alors cet alpage, premièrement, il faut dire que cet alpage comprend un vaste territoire qui va de Blétière soi-même, ce qu'on connaît bien comme Blétière dessus, Blétière dessous, mais également Grand Chalet, qui est situé beaucoup plus à l'est ou nord-est, et qui va jusqu'au plan de l'Aiguille compris. Donc c'est un territoire très très vaste et qui inclut l'histoire non seulement de l'alpage lui-même avec les vieilles écuries, les vieilles chavanes, mais également toute l'histoire du plan de l'Aiguille et du refuge du plan de l'Aiguille. Donc c'est quelque chose de globalement très riche en histoire et très intéressant. Quel est le principe des consorts alors? Alors le principe des consorts, c'est un regroupement. Les consorts, en fait, c'est une émanation d'une vieille façon de se comporter, d'une vieille coutume qui remonterait au Moyen Âge et qui était une façon communautaire de fonctionner assez courante au Moyen Âge, qu'on regroupait dans d'autres types de fonctionnement, y compris les commerces, y compris les maisons, y compris différentes choses, et qui est résiduelle ici dans nos montagnes sous la forme de l'alpage, et qui a cette façon de fonctionner est restée un petit peu comme ça en l'état jusqu'à aujourd'hui et a échappé à la modernisation au moment de l'annexion de la Savoie à la France. Ce fonctionnement a échappé au règlement français qui a eu lieu pendant la Troisième République et tout ce qui s'en est suivi. Et quel est le principe alors? Le principe, c'est un fonctionnement communautaire pur et simple, c'est-à-dire qu'il y a un groupement de personnes qui occupent le terrain en tant qu'alpagistes, c'est-à-dire le but c'est de faire pâturer leur bétail. Euh, personne n'est propriétaire, tout le monde est propriétaire, mais personne n'est propriétaire d'une parcelle ni d'une portion de parcelle, mais tout le monde est propriétaire de l'ensemble. Et les consorts ne possèdent que des parts de cet alpage. Donc ça veut dire des droits à faire paître leurs troupeaux au prorata du nombre de parts dont ils sont dépositaires par leurs ancêtres et en fonction de l'alpage proprement dit, c'est-à-dire qu'un alpage restreint et pauvre ne peut nourrir qu'une quantité bien précise de bêtes et ne peut pas en faire paître plus. Par exemple, pour Blétière, l'alpage a été conçu pour 72 bêtes, mais pas une de plus, des laitières, mais pas d'autres bétail, pas d'autres troupeaux que 72 vaches laitières. Donc qu'est-ce qu'on peut retrouver dans ce livre alors? Ce livre retrace justement toute cette partie de l'alpage très ancienne. Je me suis basée personnellement sur un document très ancien qui date de 1790, qui s'appelle Une reconnaissance. Et en fait, c'est un acte notarié qui décrit très rapidement en 8 pages l'ensemble du fonctionnement de cet alpage, c'est-à-dire les numéros des parcelles, qui étaient donc sur le cadastre sarde de l'époque, mais également les noms les noms des propriétaires et de leur descendants s'il y a lieu, mais également la date de l'inalpage, c'est-à-dire de la montée du troupeau à l'alpage, et puis la date de la première traite et de la deuxième traite, dont la moyenne faisait
la part de fromage auquel avait droit le propriétaire de la bête en question, etc. Tout y est d'une façon très très précise décrit, y compris également la place de chaque bête, de chaque propriétaire dans l'écurie. Cette place n'est pas... ce numéro de place n'est pas anodin, puisque ce numéro de place détermine également l'ordre de traite des bêtes. Les bêtes étaient rentrées à l'écurie, donc les tables, pour la traite le soir et pour la traite le matin avant de sortir à la pâture. Et l'ordre de traite, de l'ordre de la traite pouvait dépendre la quantité de lait fourni par la bête en question, par la bête laitière. Donc tout est déterminé dans cette reconnaissance, et chaque reconnaissance est suivie et mise à jour en quelque sorte par la suivante, qui a lieu quelques années plus tard, en général 8 à 10 ans plus tard, avec à nouveau les noms des nouveaux propriétaires, etc. etc. On retrouve pas mal de photos aussi dans le livre, non? Alors on retrouve pas mal de photos. Malheureusement, la photo ne date que de la fin du 19e. Donc on s'est beaucoup basé sur des cartes postales anciennes, mais c'est pareil, la carte postale c'est toute fin du 19e. Et puis au fur et à mesure que les années passent, on a évidemment une iconographie plus riche, avec des images plus intéressantes, avec des images plus nombreuses aussi bien entendu. Mais le fonctionnement de l'alpage tel qu'on pouvait le trouver à la fin du 19e est resté grosso modo le même que pendant des siècles et des siècles depuis le Moyen-Âge. Alors l'aventure du refuge du Plan de l'Aiguille est une aventure un petit peu particulière, dans le sens que effectivement le refuge du Plan de l'Aiguille n'est pas un refuge CAF, comme la plupart des refuges de la vallée de Chamonix, du massif du Mont Blanc, mais c'est un refuge privé. Et il a pris naissance, il a été créé et construit un petit peu à la mode des buvettes, des pavillons comme on les appelait d'autrefois, qui étaient sur les chemins de montagne, construites, c'était des concessions communales, construites dans le but d'apporter aux touristes quelques boissons, quelques produits à manger, des choses comme ça, qui étaient aussi construites pour avoir de l'eau et un petit peu de fourrage pour les mulets qui faisaient la balade et qui portaient les touristes sur leur dos et qui avaient grandement besoin de boire et de manger. Et ce refuge, sur le territoire du Plan de l'Aiguille, des consorts de Blétière, a été construit par les frères Coutet des Pèlerins et a fonctionné pendant une bonne trentaine d'années avec les frères Coutet, comme étant un petit peu propriété de la commune, alors que c'était une propriété déjà des consorts de Blétière. Et aujourd'hui alors? Aujourd'hui, maintenant, ce sont les consorts de Blétière qui en sont complètement propriétaires, bien sûr, et depuis la construction du téléphérique de l'Aiguille du Midi, tout a été remis à plat en ce qui concerne le territoire, et le refuge continue à fonctionner avec les consorts de Blétière, mais curieusement, ce refuge n'a pas beaucoup on ne trouve pas beaucoup de renseignements sur ce refuge, précisément parce que ce n'était pas un refuge CAF, qui n'a jamais été refuge CAF, et que, curieusement et bêtement, on peut dire, personne n'a jamais tenu de livre d'or, personne n'a jamais tenu de vrais registres sur ce refuge, et du coup, les éléments, la documentation a été assez difficile à trouver, alors que pour tous les autres refuges CAF de la vallée, le requin, le couvercle, etc., on trouve plein de documentation sur leur construction, sur leur reconstruction, sur les travaux qui ont été faits, parce que les annuaires CAF étaient là pour tenir à jour toutes ces informations.